Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle classe virtuelle de l'atelier du formateur. Aujourd'hui, on a choisi une thématique qui est d'actualité, hein, la comodalité. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà mis cette modalité en place, ont vu les limites et peut-être les avantages aussi de cette nouvelle modalité. Donc, on va définir ensemble ce que c'est, à quoi ça correspond, quelles sont les modalités techniques dont on a besoin aussi pour cette modalité pédagogique, et puis surtout ce qui va être intéressant donc avec nos invités, notamment avec Sarah Bousquet qui est formatrice consultante de Rennes, et Mélanie Véret qui travaille comme chef de projet Digital Learning à e-Learning Touch en Bretagne. C'est de voir avec elles, puisqu'elles l'ont vécu, elles l'ont pratiqué, comment ça se passe sur le terrain et, euh, et voilà, avoir leur retour et peut-être échanger donc directement aussi avec vous pour voir vos propres expériences. Voilà, donc on est très heureux de les accueillir et je propose donc de commencer dès maintenant avec le témoignage de Sarah. Donc Sarah, je te laisse commencer cette classe virtuelle. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Sarah Bousquet, je suis formatrice consultante au GIPFAR. Donc, j'ai mis un petit diaporama si vous voulez. Ah, bah, c'est parfait, voilà. Donc, vous voyez, c'est une de nos salles de formation en version assez classique où on voit donc bah, des tables, des chaises, un tableau, un vidéoprojecteur, un ordinateur fixe. Alors, excusez-moi, je vais fermer la porte du bureau. Je pense que vous entendez le bruit du couloir. Voilà, c'est vrai qu'il faut mieux être dans un Voilà, endroit silencieux. un des premiers problèmes de la comodalité, c'est la gestion du son, voilà, comme vous venez de vivre à cet instant. Donc, dans cette salle-là, au démarrage, voilà, on avait ce matériel-là, un ordinateur fixe et un vidéoprojecteur. Et puis, au fil des années, on a évolué dans nos pratiques pédagogiques pour en arriver aujourd'hui, quand c'est nécessaire, à animer en comodalité. Ça veut dire que dans le même temps, certains stagiaires sont dans les salles de formation et certains stagiaires sont ailleurs, soit chez eux, soit au travail. Et donc, on utilise les outils numériques pour pouvoir travailler en même temps dans ces journées de formation. Ce que je vous propose dans ma présentation, bah, c'est de vous présenter mes activités. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Mes activités, les expériences que j'ai en animation de formation en comodal, voilà. De vous expliquer que ces expériences-là s'inscrivent dans un travail d'équipe et un projet pédagogique partagé avec les collègues. Les éléments qui ont déclenché ce projet d'animer en comodalité, toujours dans cette idée d'équipe, de vous montrer comment nous avons fait évoluer nos pratiques pédagogiques et notamment le numérique pédagogique au fil des années de travail en commun. Et puis vous dire au niveau de l'animation en comodal, ce qui nous aide et puis les problèmes que nous avons rencontrés, donc soit qui sont restés encore en suspens, soit pour lesquels on a trouvé des solutions. Alors, mes activités, donc je suis formatrice consultante depuis bientôt 4 ans au GIPFAR, qui est un groupement d'intérêt public de formation de l'Académie de Rennes. Donc, c'est un organisme de formation publique qui appartient au réseau des Greta et qui est situé à Rennes. Cet organisme de formation forme les acteurs de la formation, donc des formateurs et des formatrices, des coordinateurs et des coordinatrices de formation, des responsables de dispositifs de formation, voilà. Donc les acteurs de la formation au sens large. Les formations qui sont animées au GIPFAR peuvent durer une dizaine de mois. Donc on a par exemple une formation qui prépare un titre de responsable de dispositif de formation. Certaines personnes peuvent suivre un parcours, on va dire, qui prépare à une unité de formation, un bloc de compétences.
Donc en général, ce parcours est composé de 4 à 5 modules et certains stagiaires participent à un seul module qui peut durer 1, 2, 3, 4 ou 5 jours. Donc dans nos formations, on accueille des gens qui ont des parcours individualisés, donc les groupes changent assez régulièrement. Alors mes expériences de l'animation de formation en comodal, régulièrement j'anime un groupe de 16 personnes. Donc en fonction des jours, soit la majorité des personnes sont à distance, soit la majorité des gens sont en présentiel. Et donc, en fonction de ça, on va choisir un petit peu l'organisation pédagogique de la journée. Pour ces animations, on peut se répartir voilà, en fonction des situations d'apprentissage dans 3 salles de formation en parallèle, plus le bureau dans lequel je suis aujourd'hui et évidemment les domiciles ou les lieux de travail des stagiaires. Les situations d'apprentissage qui sont proposées, parfois chaque apprenant travaille seul, parfois on travaille en groupe entier et parfois on travaille en petits groupes. Donc un des choix qu'on va avoir à faire régulièrement, c'est de savoir comment constituer les groupes de travail. Est-ce qu'on compose les groupes avec des personnes qui sont toutes à distance, soit avec une combinaison de personnes à distance et personnes en présentiel. Voilà, donc ça, c'est des questions qui se posent au fil des journées de formation. Le matériel que l'on a pour animer en comodal, donc en plus de la salle que je vous ai présentée, on a une caméra grand angle, donc qui va suivre les regards dans la salle et qui va pouvoir à des moments donner une vision élargie de la salle et à des moments mettre son focus sur la personne qui parle. Et avec cette caméra, il y a une captation du son qui est plutôt vraiment très très bonne, donc qui permet aux apprenants de bien entendre les bruits, les sons de la salle. Avec l'inconvénient, c'est qu'ils entendent tout. Donc lorsque plusieurs personnes parlent, chuchotent et discutent avec les voisins voisines, eh bien c'est très désagréable pour les personnes qui sont à distance. Et puis, nous avons un ordinateur portable qui permet, en tout cas moi, qui me permet de constituer des groupes de par cet ordinateur portable, en plus de l'ordinateur fixe de la salle. Et puis, ce qui nous aide également, c'est l'utilisation d'une plateforme de formation, Moodle, où on a l'habitude de déposer des documents, d'échanger et voilà, d'utiliser. Alors, au GIPFAR, donc, on travaille dans une équipe constituée de 4 personnes permanentes et d'une équipe également de formateurs et de formatrices occasionnelles qui viennent compléter, on va dire, les interventions. Dans cette équipe-là, on souhaite porter un projet pédagogique partagé. Nous souhaitons tendre vers la cohérence globale du dispositif de formation, avec notamment 2 choses qui nous sont importantes. Le groupe, voilà, le groupe comme un appui pour apprendre et pour réussir son projet. Donc, il nous semble important de prendre le temps en début de formation de construire une dynamique de groupe positive. Donc, on sait que la coopération, l'entraide vont aider les apprenants à rester motivés. Et donc, dans notre offre de formation, on propose des débuts de formation en présentiel au démarrage qui vont permettre de créer des jeux brise-glace, voilà, des choses assez, on va dire, assez classiques où, dès le départ, on s'autorise le droit à l'erreur, on s'entraîne à coopérer, on s'entraîne à travailler en autonomie et au niveau du numérique, on s'entraîne à prendre en main la plateforme et les outils numériques. Donc voilà, pour que chaque stagiaire soit à l'aise, comprenne la navigation, comprenne comment lire, comment déposer des travaux. Et puis nous, ça nous permet aussi de comprendre, de mesurer le niveau, on va dire, d'autonomie sur les outils numériques pour, au fil de l'eau, commencer par des activités numériques simples et petit à petit les complexifier. Et puis, un autre élément qui nous semble important dans cette dynamique de groupe, qui est vraiment un soutien pour l'apprentissage, c'est de créer des espaces de parole qui sont suffisants, voilà, qui sont voilà, à la demande du groupe pour réguler voilà, les relations, les tensions qui existent, et notamment dans cette question de la comodalité,
c'est encore plus important, nous l'avons observé cette année, de créer des espaces de parole, voilà, pour se dire comment on vit les choses et comment on pourrait réajuster pour que chacun puisse vivre la formation le mieux possible. Et puis l'autre point important dans cette équipe-là, c'est vraiment la part de l'accompagnement individuel de chacun en fonction de ses besoins. Donc, on va passer du temps en fonction de chacun voilà, à discuter sur les temps informels, faire des entretiens téléphoniques, faire des mails, etc., en fonction de chacun. Et ça, ce projet pédagogique, il est porté par toute l'équipe. Donc, on travaille beaucoup dans l'informel. Voilà, quand on sort de formation, on se dit comment les choses se sont passées, etc., pour que les collègues puissent prendre le relais, puissent continuer, on va dire, la relation qu'il y a eu avec le groupe pour la fois d'après. Alors, les éléments déclencheurs de l'animation en comodalité, donc voilà, comme pour beaucoup d'organismes de formation, les confinements successifs nous ont amenés à animer des modules en tout à distance, voilà, qui n'étaient pas, on va dire, imaginés au départ en tout à distance. Voilà, et puis au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était important voilà, de créer de la souplesse et de proposer pour un même module la possibilité de suivre les modules à distance pour ceux qui préféraient les suivre à distance et de venir en présentiel. Parce qu'on a, voilà, certains stagiaires nous ont fait part de leur souhait de venir se rencontrer entre stagiaires, venir nous rencontrer, voilà, partager voilà, des relations, partager voilà, la journée ensemble et que c'était vraiment porteur pour leur motivation, pour leur temps d'apprentissage. Et beaucoup de leurs questions se résolvent aussi sur les temps informels. Donc, ça, voilà, c'était à leur demande. Et pour certains modules, on incite quand même les stagiaires à venir en présentiel. Voilà, notamment les modules d'analyse de pratique où il y a besoin d'échanges, vraiment de se voir, il y a beaucoup d'affect, etc. On trouve que c'est important d'être réunis voilà, dans un même espace, en groupe plus petit. Voilà. Et puis, on constate que malgré tout, en ce moment, les stagiaires les plus éloignés du centre de formation restent souvent à distance. Alors, c'est important de vous expliquer comment on en est arrivé là au niveau de l'équipe pédagogique. Donc, en fait, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble sur ce projet pédagogique. Et donc, la première année, on a commencé par utiliser un matériel qui était voilà, un serveur informatique, des ordinateurs portables pour les formatrices, un ordinateur fixe dans les salles de formation, donc un vidéoprojecteur, des tablettes qui étaient mises à disposition des stagiaires qui en avaient besoin, et une connexion Internet, mais qui, la première année, était quand même assez incertaine. Et la première année, la communication avec les stagiaires, en plus du présentiel, on utilisait évidemment le téléphone portable, le courriel, et on utilisait une Dropbox pour déposer des fichiers PDF. Donc là, le numérique pédagogique n'était pas interactif. Voilà, c'était vraiment mettre à disposition les documents numériques pour les stagiaires. Les modalités de formation cette première année, c'était vraiment plutôt du présentiel, de l'alternance, voilà, en entreprise, des temps d'auto-formation, et on a vécu une première expérience d'évaluation certificative en bimodal lorsqu'il y a une candidate qui n'a pas pu se déplacer dans l'organisme de formation. Il y a une Suite à question, ça, Sarah, dans le chat, je t'interromps juste là. Euh, Par rapport à l'obligation de venir en présentiel. Parce que tu avais noté que tu incitais, que vous incitiez les personnes à venir en présentiel, mais est-ce qu'il y a quand même une obligation sur certains modules? non, c'est comme, voilà, comme dit Marie-Laure, non, non, c'est une incitation à venir, c'est-à-dire que les stagiaires ont toujours la liberté de ne pas venir. Voilà, c'est voilà. Mais on leur explique nos choix pédagogiques. Voilà, on leur explique que en fonction de certains contenus, alors parfois il y a des contenus qui sont assez complexes, assez denses, qui vont nécessiter voilà peut-être plus d'explications ou plus d'accompagnement du formateur ou de la formatrice. Donc là voilà, en fonction de différents éléments, on explique et puis après chaque stagiaire est libre de son choix et de nous en informer comme on va voir voilà dans un temps un peu voilà, au moins une semaine avant, qu'on sache un peu combien de stagiaires seront en présentiel à distance pour faire nos choix d'animation pédagogique. Oui, après, c'est une question d'organisation pour Voilà, savoir qui est-ce qui sera présent, qui est-ce qui suivra à distance. voilà, c'est ça.
Oui, oui. Ok, merci. Donc après cette première année, la deuxième année, on a eu une évolution, donc un investissement au niveau du matériel, donc notamment dans une bonne connexion Internet, des casques pour les stagiaires, des rallonges, enfin voilà, tout un équipement qui permet de compléter, on va dire, l'aménagement de la salle. Et puis, dans la communication avec les stagiaires, on a utilisé une plateforme qui s'appelle Claroline, où là, on a commencé donc de la même façon à déposer des documents pour les stagiaires et les stagiaires ont pu commencer à eux aussi partager des travaux, déposer des choses sur cette plateforme-là. Et dans cette seconde année, on a fait une première expérience de formation en bimodal ou en comodal qui était improvisée lorsqu'une stagiaire ou un stagiaire n'a pas pu se déplacer jusqu'au centre de formation. Donc là, on a fait au démarrage un petit peu avec les moyens du bord pour voilà, utiliser les caméras de l'ordinateur portable, utiliser le son, etc. Les téléphones portables qui permettaient aux stagiaires d'entendre ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'est la première expérience de comodalité. Alors, il y a une question Euh, aussi, oui, je ne sais pas si tu as vu dans le chat par rapport à la motivation. Déjà, est-ce que au niveau de la alors, perte en apprentissage? ou en motivation du groupe qui reste à distance ou non? Oui, donc ça, c'est une des questions qui se posent régulièrement, notamment sur cette situation de comodalité. Les personnes qui sont à distance nous renvoient parfois le vécu que c'est difficile, voilà, d'être derrière son ordinateur, de voir et d'entendre le reste du groupe rire, partager, voilà, des bons moments, et ça peut pour certains renforcer un sentiment de voilà d'isolement, donc une sorte de démotivation. Donc c'est pour ça que ce choix a été fait d'inciter voilà les stagiaires, notamment ceux qui souffrent un peu de l'isolement, etc., de revenir régulièrement voilà en formation pour retrouver un petit peu voilà un élan, une motivation, les relations. Et certaines personnes nous ont expliqué justement lors d'un bilan euh, que ça leur a fait beaucoup de bien de revenir en présentiel, même voilà, même pas forcément longtemps, mais voilà, suffisamment pour se dire ah oui, j'appartiens à un groupe en formation, je retrouve voilà des personnes que j'apprécie et je fais partie du groupe. Voilà, ça... Pour compléter, il y a Guillaume qui pose une question par rapport au découpage du présentiel distanciel. Est-ce qu'il y a un équilibre par rapport à ces séquences? Est-ce que ça a été Pas sûr d'avoir compris la découpé? question. Les proportions distance-présence sont-elles équivalentes? C'est-à-dire que Euh, alors, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Parce qu'en fait, Oui, parce tous que les tout le monde, oui, sont tout le monde ouverts. est en présentiel et à distance en même temps. Donc, aujourd'hui, euh, tous, les tous les stagiaires sont, enfin, tous les modules sont ouverts au bimodal en fonction des groupes, des journées de formation. Dans certains groupes, tous les stagiaires, la majorité des stagiaires sont en présentiel et peu sont à distance. Dans d'autres, c'est l'inverse. Donc c'est vraiment, ça dépend des jours, ça dépend des modules. Euh, Par exemple, hier, il y avait la majorité des stagiaires étaient en présentiel et un stagiaire était à distance. Voilà, par exemple. Donc je ne sais pas si ça, je sais pas si ça répond à la question. Et ensuite, plus précisément, déjà leurs critères de sélection, leur choix par rapport à leur choix, parce que tu disais sans doute la distance aussi, le fait de ne pas avoir à se déplacer. Alors, pourquoi les stagiaires préfèrent rester à distance? Leurs Alors, critères de sélection, je pense. de sélection de quoi? De venir ou pas venir en... Divertir. Oui, c'est ça. De venir ou pas venir. Donc les stagiaires nous font des retours. Les raisons pour lesquelles ils ne viennent, ils restent, on va dire, à distance, c'est des contraintes géographiques. Ils habitent loin, donc ils économisent un trajet, donc de la fatigue, des économies de trajet de train ou de frais d'essence. Euh,
c'est principalement ça, les motivations qui sont communiquées. Voilà, c'est Ok. vraiment Mhm. voilà, la fatigue. Voilà. Ok. Est-ce que ouais, Mais on prendra la question suivante pour la suite. Question un peu d'accord, plus globale sur la modalité. d'accord. Alors pour revenir voilà, à l'évolution de nos pratiques pédagogiques, donc depuis 4 ans, on fait évoluer nos pratiques pédagogiques et donc c'est à partir de la 3e année que nous avons utilisé une nouvelle plateforme de formation, Moodle, où on a commencé à utiliser les différentes fonctionnalités et donc cette plateforme-là nous aide particulièrement pour la mise en place du comodal. Et puis, bah, voilà, comme pour beaucoup d'organismes de formation, avec le confinement du printemps, on a fait des premières expériences de formation et d'accompagnement et d'évaluation en tout à distance. Donc, ces expériences-là nous permettent d'avoir des repères pour construire du comodal. Et puis, nous avons expérimenté beaucoup de logiciels, donc notamment les logiciels de visioconférence, avec voilà, des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné, avec voilà, les contraintes de débit Internet, voilà, la qualité du son, etc., qui viennent impacter le comodal. Et puis, voilà, commencer à utiliser des documents de travail coopératifs pour permettre aux stagiaires de continuer à avoir ce sentiment de collectif, d'appartenance et de coopération. Et donc, dans cette expérience-là, on a continué à travailler en équipe, à s'entraider, à se montrer des fonctionnalités qu'on avait découvertes, etc. Et puis la 4e année, on a donc le GIPFAR a investi dans des caméras, voilà, des caméras grand angle qui permettent de capter l'ensemble de la pièce et le son de l'ensemble de la pièce qui permettent d'animer en comodal. Euh, voilà, donc là, voilà, depuis décembre 2020, on anime très régulièrement, quasiment quotidiennement, des groupes en comodalité. Alors, qu'est-ce qui nous aide dans la comodalité? Donc, on utilise, comme pour la formation en tout à distance, une feuille de route. C'est-à-dire qu'on écrit notre scénario pédagogique sur un document. Dans ce document-là, on précise évidemment les objectifs d'apprentissage et les consignes. Donc voilà, chaque stagiaire va recevoir cette feuille de route avec voilà, des informations sur les liens, si on utilise voilà, des liens particuliers avec donc les consignes et voilà un espace où chacun peut expliquer combien de temps il a mis, quelles difficultés il a rencontrées, s'il a réalisé ou pas l'activité, bien sûr. Parfois, il y a des activités qui sont facultatives, voilà, dans cette feuille de route. Et ça donne des informations sur la durée, voilà, parce que en comodal, ce qui est difficile pour les stagiaires qui sont à distance, c'est le fait d'être 7 heures par jour devant une visio, c'est très fatigant. Donc, il faut trouver un rythme pour se donner 2-3 heures de visio maximum dans la journée. Une deuxième chose qui nous aide, donc, c'est d'implémenter les supports de formation sur la plateforme Moodle. Donc, sur cette plateforme-là, on dépose un lien sur la visio qui est utilisable pour l'ensemble du module de formation, qui est toujours le même, voilà, avec le système de... On n'utilise pas de salle d'attente de manière à ce que chaque stagiaire, même s'il a un problème de connexion, puisse revenir dans l'espace collectif. Et puis on met, voilà, pareil, les objectifs de formation, les consignes de travail, des espaces pour déposer ses travaux, etc. Un autre document qui nous aide, c'est un tableau prévisionnel des présences. C'est-à-dire qu'on demande aux stagiaires de partager en ligne, donc enfin pour nous, leur présence. Est-ce qu'ils pensent venir en présentiel ou ne pas venir en présentiel, de manière à ce qu'on ait des informations pour préparer nos modules de formation. Et alors, moi, j'utilise le pad notamment quand la majorité des stagiaires sont à distance. C'est-à-dire que j'utilise un ordinateur portable où je mets la caméra, etc. Et je remplis en ligne un pad partagé avec les stagiaires. Dans ce pad partagé, j'ai déjà pré-rempli les, hum,
les noms des stagiaires. Parce que ce qui est difficile pour moi souvent, c'est de répartir la parole équitablement à chacun, de m'assurer que tout le monde a bien parlé. Et donc, j'ai déjà écrit les prénoms des personnes sur ce pad-là. Et au fur et à mesure, je dis, ah oui, telle personne a parlé, etc., etc. Donc, ça m'aide pour animer et ça aide à la mémoire du groupe. C'est-à-dire que chacun peut écrire sur ce pad partagé les questions que l'on travaille ensemble, les réponses, des liens auxquels on pense, etc. Et puis, bah, évidemment, voilà, ce qui nous aide, c'est d'échanger entre nous, de se dire nos trucs et astuces, de partager nos travaux, nos questionnements, de se dire que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas réussi, et des fois, il y a un collègue qui nous dit, ah, bah, peut-être qu'il faudrait faire comme ci, voilà, et de se soutenir, et bien évidemment, de faire confiance aux stagiaires, voilà, voilà, qui sont avec nous dans l'aventure, et des fois, on a des problèmes, par exemple, des problèmes techniques, et en fait, eux, ils ont les solutions que nous, on n'a pas dans les 3 secondes qui viennent. Et donc, le collectif permet aussi de réguler notamment la technique. Les problèmes que l'on rencontre sur l'animation en comodalité, donc on rencontre des problèmes d'organisation. Donc en ce moment, on a un problème de disponibilité des salles. C'est-à-dire que comme euh, le nombre de personnes, on va dire les jauges dans les salles sont réduites, on utilise plus de salles pour une même formation. Donc, dans notre organisation, on a moins de salles disponibles. Donc, ça, c'est la première contrainte. On a une contrainte de niveau sonore. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont à distance, avec la bonne captation du son, entendent tout. Et donc, à un moment donné, il y a un brouhaha et ils n'arrivent plus à se concentrer, ça les fatigue. Donc, ce qui n'est pas évident, c'est de réguler les personnes qui sont en présentiel, de leur permettre de se concentrer et de considérer bien qu'il y a quelqu'un qui est à distance, ou enfin plusieurs personnes qui sont à distance, pour éviter voilà, tous les bruits parasites et de pouvoir éteindre le son à des moments, voilà, pour les personnes qui sont à distance, de dire, bah voilà, on se retrouve à telle heure et on éteint le son et la caméra euh, de la pièce de formation, de manière à ce que tous les échanges informels qui sont nécessaires se fassent tranquillement. On peut utiliser également des casques. Voilà, quand dans le même groupe, dans la même salle, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec des personnes à distance, ben, chacun a son casque et travaille à distance, ça aide un peu. Et puis, au niveau technique, le début de journée demande plus de préparation que pour une formation présentielle, c'est-à-dire qu'il faut lancer tous les matériels informatiques dès le début de la journée. Donc voilà, allumer l'ordinateur fixe, allumer la caméra, allumer le son, vérifier qu'on a bien les enceintes, on entend bien les personnes à distance, s'assurer que les personnes à distance ont réussi à se connecter, voilà, le son, le matériel, tout ce qui est nécessaire et donc de dépanner le système s'il y a besoin, voilà, en présentiel ou à distance. Donc ça demande voilà, une petite demi-heure de préparation le matin. Et puis de faire attention pour les stagiaires qui utilisent leur téléphone plutôt qu'un ordinateur, eh bien ils voient moins bien, ils sont plus vite fatigués. Donc voilà, de bien vérifier avec les stagiaires qu'ils ont du matériel qui facilite leur apprentissage. Il y a une question également au niveau de la gestion des documents partagés lorsque tu es en présentiel. Comment se passe est-ce qu'il y a besoin de faire un partage d'écran Oui, 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 oui. Bah, comme là, forcément en pour les fait, là, documents que l'on moi, projette, j'utilise hein, il y pas a à la fois l'IA, la salle mais et les documents. bah, ce qui changerait par rapport à notre interface actuelle, c'est que dans les caméras, il y aurait un troisième écran qui filmerait la salle dans son ensemble. Ce serait la différence avec ce qu'on voit là, ce serait ça. Et donc, à des moments, on va dire le centre de l'écran est consacré à la personne qui parle, parfois à des documents comme là, un diaporama ou une carte mentale, ou, enfin, ça dépend ce qu'on est en train de faire. Mais oui, oui, on Et partage. ouais. Et la deuxième question, c'était par rapport à la caméra. Le formateur peut bouger dans la salle comme il le fait d'habitude. La caméra repère qui parle. En fait, c'est ça. Oui, 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 oui. Oui, oui, cette caméra est vraiment très bien. Voilà, elle suit, voilà, le formateur, il s'occupe pas forcément de savoir si la caméra le suit. De toute façon, à un moment donné, la caméra va vers la personne qui parle. Donc, C'est ça. même s'il y a,
il y a 2-3 secondes de battement, voilà, c'est pas forcément synchrone, on va dire, le moment où la personne parle et le moment où elle est filmée, mais en tout cas, c'est quand même très très bien, vraiment très très bien. Un autre problème, ou en tout cas une autre contrainte qu'on rencontre, c'est le temps de préparation. Donc pour animer en comodal, ça nous demande un temps de préparation aussi conséquent que de préparer en tout à distance. C'est-à-dire que comme on n'est pas là en présentiel, on ne va pas forcément pouvoir réguler toutes les difficultés, les obstacles que vont rencontrer les stagiaires. Donc il faut imaginer des découpages d'apprentissage très réduits. C'est-à-dire, voilà, découper des tout petits morceaux d'apprentissage et créer comment on pourrait dire, des consignes suffisamment guidées pour que les apprenants se sentent autonomes, puissent avancer ou puissent demander de l'entraide à d'autres personnes dans le groupe, aux formateurs, etc. Donc voilà, le temps de préparation est assez conséquent. Il faut également déposer sur la plateforme de formation, donc pour nous Moodle, toutes les consignes, les travaux, etc., ce qui demande voilà, un certain temps. Il faut faire les comptes stagiaires sur la plateforme. Voilà. Et donc là, voilà, on est en train de chercher comment faire en sorte que le temps de préparation soit plus réduit. Ce qui est difficile également, c'est qu'on va préparer une formation et en fait, en présentiel, on peut modifier pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en fonction du vivant, en fonction de ce qui se passe, on peut convenir avec le groupe qu'on ne fait pas les activités dans cet ordre-là, mais dans un autre ordre. Certains stagiaires ont des questions qu'on va prendre en compte, donc on va passer une demi-heure sur une question qu'on n'avait pas anticipée, mais qui est très utile. Et en comodal, des fois, c'est plus compliqué de trouver cette souplesse-là. Donc voilà, ça c'est une autre question qu'on a, c'est comment trouver de la souplesse pédagogique, même si on a préparé pas mal de choses, et comment négocier avec le groupe des temps de respiration comme on le ferait en présentiel. Mmh. Il y a aussi une question sur l'organisation, du travail en sous-groupe lorsque tu les mets en sous-groupe. Oui. Est-ce que tu le fais avec l'outil de visio? Est-ce qu'ils s'organisent, eux-mêmes pour le faire? Euh, eh bien, jusqu'à présent, on utilise un logiciel qui permet de faire des groupes. Donc, tous les stagiaires, alors là, c'est plutôt, je vais répondre pour le tout à distance. Les personnes qui sont toutes à distance vont se connecter sur la plateforme et on va faire des sous-groupes. Donc, soit le sous-groupe est constitué que de personnes qui sont toutes à distance, auquel cas ils sont dans une salle virtuelle et le formateur il peut aller dans cette salle virtuelle. Ou bien s'il y a une personne en présentiel avec une personne à distance, la personne en présentiel se connecte à la classe virtuelle et le formateur constitue un petit groupe composé des deux personnes et la personne qui est en présentiel va se mettre dans un endroit avec un casque pour discuter avec la personne à distance. Mmh. Oui, il peut y avoir aussi du travail, collaboratif avec une personne en présentiel et une personne à distance. C'est parfois L'organisation des groupes est très mixte, en fait. oui. Et ça peut être très utile, notamment pour des stagiaires voilà, qui ont communiqué leur sentiment d'isolement. C'est très important de pouvoir avoir comme entre guillemets, un parrain ou une marraine pour la journée qui va être, on va dire, le stagiaire en présentiel qui va faire le lien, qui va raconter, enfin voilà, qui va prendre en compte le stagiaire à distance. Et voilà, rappelez-vous, il y a voilà, notre collègue qui est à distance, etc. Voilà. Mmh. Oui, ils peuvent s'isoler avec leur ordinateur, donc chacun a son ordinateur en présentiel. Si besoin pour se connecter avec quelqu'un à distance, ils s'isolent dans le coin d'une salle, de la salle, Oui, et ainsi ils peuvent continuer même à travailler. Il y avait une question sur le travail collaboratif, il se fait de la même manière sur des documents qui sont accessibles par les deux personnes, oui, ou par le oui, oui, groupe. Oh, oui, ouais. oui. Si on utilise des outils numériques, voilà, nous on forme donc des acteurs de la formation, donc c'est plutôt en majorité des personnes qui sont à l'aise ou qui sont en train de devenir à l'aise sur les outils numériques.
Donc, les tableaux coopératifs, les cartes mentales, le tableau blanc, etc. C'est des choses euh, qui font partie des apprentissages, on va dire. Mhm. Euh, Ok. ok. Donc, pareil, dans la préparation, le choix des modalités de travail. Donc, savoir si les stagiaires vont travailler tout seuls à 2, à 3 ou à 4. Donc, on peut faire un prévisionnel. Enfin, c'est comme ça que moi je fais. J'imagine quelque chose et puis le matin, j'attends la confirmation de l'énergie du groupe. Voilà. Ce matin, je vous propose de travailler 1 heure et demie en individuel, qu'on fasse un point après, etc., etc. Et cetera. Et puis si là les stagiaires disent, bah nous on a envie de travailler à deux, bah ok, on travaille à deux. Voilà, voilà, se donner de la souplesse comme ça et bien prendre en compte en fonction du module, bah, la complexité des choses à apprendre, l'affinité que les stagiaires ont avec ce module-là, ces apprentissages-là, s'ils sont fatigués, voilà, ça c'est des choses Donc c'est important d'avoir des informations du formateur de un autre problème que l'on peut rencontrer, oui, un autre problème que l'on peut rencontrer, oui, c'est d'accompagner et de faciliter l'utilisation des outils. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance à utiliser plein d'outils en parallèle, Moodle, la classe virtuelle, un pad collectif, des tableaux partagés avec plein d'onglets, etc. Et donc ça rend les choses très complexes pour les apprenants qui sont novices. Donc essayez d'utiliser un outil pour commencer, puis deux outils, puis trois outils, mais pas de ne pas en utiliser plein en parallèle en même temps dès le départ. Tony avait une question qu'il a posée deux fois pour la préparation de l'intervention. Est-ce qu'elle se base comme celle d'un cours en classe virtuelle pour penser l'intégration en fait vraiment réelle des apprenants à distance? Est-ce qu'on doit vraiment s'imaginer faire de la classe virtuelle du 100% à distance quand on prépare aussi de la comodalité? Euh, Ou j'aurais c'est un tendance à, mixte? Oui. enfin moi, je prépare comme si je prépare à distance. Voilà, c'est parce que ça me paraît plus, on va dire, c'est mieux préparé, c'est-à-dire qu'on a anticipé le plan A, le plan B, le plan C, et voilà, peu importe comment ça va se présenter, on aura une proposition adaptée à la journée de travail. Donc oui, enfin moi je prépare comme à distance. Et puis un autre problème rencontré, c'est vraiment la distribution et la régulation de la parole. Donc là, bah, c'est une expérience de chaque jour. Donc la première question qu'on se pose, c'est l'aménagement de l'espace. Donc il faut pouvoir mettre l'ordinateur fixe avec la caméra, on va dire, de façon à ce que la caméra puisse prendre l'ensemble de la salle. Pareil, que les enceintes soient tournées bah, vers le collectif, hein, c'est normal. Mais voilà, parfois, quand il y a des petits groupes, voilà, le U, c'est une solution, mais parfois, les petits groupes, c'est mieux. Parfois, bouger la table et la mettre vraiment devant la caméra quand les personnes vont travailler, par exemple, deux personnes à distance, deux personnes en présentiel. Voilà, il y a voilà, que ça bouge, que l'espace puisse être mobile en fonction de l'objectif d'apprentissage et de la situation. Pour distribuer la parole, donc moi j'aime bien utiliser un ordinateur portable en plus de l'ordinateur fixe et c'est sur l'ordinateur portable que je prends la main pour réguler la parole. Donc voilà, c'est là où je peux faire des groupes où un stagiaire peut m'envoyer un message, bah, voilà, j'ai perdu mon groupe, peux-tu me remettre dans mon groupe, etc. Donc c'est important que cet ordinateur-là, il soit relativement près de moi pendant toute la formation au cas où il se passe un problème quelconque pour un stagiaire. Pour voilà, distribuer et réguler la parole, un outil de classe virtuelle qui fonctionne, ça c'est très aidant et notamment un outil qui permet de voir chaque participant. Voilà, enfin, en tout cas, moi, ça m'aide pour réguler la parole et s'assurer de la participation de chacun. Et puis,
observer le groupe, voilà, se rappeler régulièrement que voilà, est-ce que là j'ai distribué la parole plutôt à des gens en présentiel, et ben là on va donner plutôt la parole aux gens à distance, ou on va faire moitié-moitié, deux personnes en présentiel, deux personnes à distance, voilà, voilà vraiment de penser à ça et enfin de permettre une forme de spontanéité, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis, donc, dans la distribution et la régulation de la parole, adapter les temps d'échange collectif et les restitutions, c'est-à-dire 1 heure maximum pour du collectif, on va dire. Il peut y avoir 3 fois 1 heure, mais voilà, 1 heure maximum pour du collectif, et puis après, travaux en binôme ou travaux individuels, etc. Et puis, gérer le brouhaha, comme je disais tout à l'heure, et puis, voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la dynamique de groupe, voilà, des personnes à distance peuvent avoir un sentiment d'exclusion, d'isolement. Et donc, voilà, comment on permet à ces gens-là de le dire que ça ne va pas et de trouver des solutions ensemble avec le collectif d'apprenants pour intégrer tout le monde. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. Très riche d'exemples, de témoignages terrain. Ça a suscité beaucoup de questions, hein, donc on a pu répondre à certaines questions. On peut peut-être voir avec Mélanie si son expérience aussi croise tout ce que tu nous as raconté, s'il y a d'autres choses sur lesquelles rebondir. Mélanie, par rapport à toi, ce que tu as pu Vous, observer vous m'entendez? également. Bonjour à tous. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Oui, oui, ok, il n'y a pas de souci. Oui, alors, moi je veux bien. Isabelle, je ne sais pas si tu voulais conserver un temps de questions. De combien de temps je dispose en fait? C'est pour savoir voilà, jusqu'où je vais ou pas. Oui, vas-y, commence, voilà, une dizaine de minutes, on garde 5 minutes pour la Une fin quand dizaine de même pour les minutes. questions. Ok. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux pas monopoliser la parole si tu as prévu un temps d'échange. Donc voilà. Donc moi, pour me présenter rapidement, hein, je suis à la fois ingénieure pédagogique sur la moitié de mon temps et l'autre moitié, eh bien, je fais de l'accompagnement des enseignants et des formateurs pour l'académie de Rennes. Donc voilà, j'ai pu expérimenter en fait plusieurs fois. Alors je sais pas si on est ok sur les termes ou pas, mais plutôt ce que j'appelle moi de la bimodalité, c'est-à-dire que eh bien dans une même classe ou dans une même salle, eh bien on a à la fois un groupe d'apprenants à distance et un groupe qui est en présence et que je distingue un petit peu du co-modal parce que dans les expériences que j'ai pu vivre, si on se base sur la définition stricte de la comodalité, eh bien, c'est basé notamment sur le fait que l'apprenant peut avoir le choix de sa modalité, sauf que sur les expériences que j'ai pu avoir, en fait, l'apprenant n'avait pas forcément le choix. On lui a imposé telle semaine d'être en présence, telle semaine d'être en présence. Donc, ça se distingue aussi la bimodalité dans ma tête, mais peut-être que peut-être vous ne serez pas d'accord sur cet apport, voilà, cette approche de lexicale. Il n'y a pas forcément d'asynchrone en fait en parallèle. Donc, il n'y a pas de modalité forcément asynchrone. Donc, ce que j'appelle la bimodalité, c'est juste, enfin, entre guillemets, juste la gestion pour un enseignant ou un formateur de gérer un groupe à distance et un groupe en présence. Et donc, j'ai pu mettre en place plusieurs fois en fait ce type de dispositif avec des adultes ou avec des adolescents. Et j'ai pu également ces derniers mois, mon travail ça a été beaucoup d'accompagner en fait les formateurs et les enseignants de l'académie de Rennes à la scénarisation et à l'outillage en fait de ce genre de dispositif. Donc, mon questionnement de départ, en fait, c'est fait de par le fait que l'entrée se faisait toujours par l'outil. C'est-à-dire, en fait, on nous dit, il nous faut du matériel, il nous faut de la caméra, il nous faut du son, il nous faut, voilà. Pour autant, même dans les salles bien équipées, eh bien, parfois, on avait cette résultante qui était, ça ne marche pas, j'ai pas réussi à faire fonctionner. Donc la question, ça a été de savoir l'entrée outil, en fait,
ne suffit pas. Voilà, c'est essentiel, je pense, effectivement, à ce genre de mise en place de dispositifs. Pour autant, c'est pas suffisant. Et comment on peut accompagner, du coup, les gens à scénariser leurs cours autrement pour réussir à engager davantage les apprenants et à faire en sorte que, en fait, ce cours bimodal, il soit autre chose que juste une simple retransmission, entre guillemets, de ce qui peut se passer en présentiel par l'intermédiaire d'une caméra et de bons micros. Donc, suite à ce questionnement-là, j'ai lancé dans mes différentes sphères professionnelles des retours en fait, hein, qui venaient compléter un petit peu l'expérience que moi j'ai pu mener sur mon profil LinkedIn, etc. Donc ça fait plusieurs semaines que je recueille des témoignages divers et variés sur des gens qui ont pu mettre en place ce type de dispositif dans différents contextes, du coup avec parfois des adolescents, parfois des adultes. Et je suis en train de rédiger en fait une espèce de synthèse, non pas pour donner une leçon sur comment il faut faire, mais en tout cas sur quelles sont les limites et quelles sont les bonnes pratiques qu'il faudrait pouvoir envisager effectivement dans ce type de dispositif. Donc, moi, il n'y a aucun problème, Isabelle. Je suis en train de finir la rédaction de ce document. Donc, si tu souhaites, je pourrais te le transmettre et tu pourras le transmettre aux personnes qui sont là si toutefois ça les intéresse. Publier aussi sur vu le l'atelier temps. du formateur, hein, c'est possible. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc voilà, les points d'entrée, effectivement, sont multiples. On a effectivement des retours concernant les solutions matérielles et techniques, c'est-à-dire que si on entre uniquement par le micro et la caméra et par le fait d'équiper les salles juste avec ça, eh bien souvent on est voilà, les retours voilà, me font comprendre que ça n'est pas suffisant, c'est-à-dire que, et ça rejoint un petit peu l'intervention de Sarah, hein, même beaucoup, c'est-à-dire que si les gens sont équipés effectivement de micro-casques individuels, de tablettes, d'ordinateurs portables, etc., ben évidemment, ça va faciliter la mise en place de ce genre de dispositif. Que le fait, notamment que ils puissent, les questions techniques qui sont soulevées aussi souvent, c'est ça va parce que moi dans mon établissement ou dans ma structure, on n'est qu'une classe ou deux classes à agir comme ça. S'il fallait le mettre à grande échelle et si tout le monde faisait de la même façon, comment on ferait avec les histoires de bandes passantes parce que en fait, ça ne passerait pas. Donc, en termes d'infrastructure, ça pose ce type de limite un petit peu technique, on va dire, au niveau de la bande passante. Donc, comment on fait pour s'organiser pour que les temps en fait où on a besoin de bande passante ne soient pas tous en parallèle, parce que sinon, eh bien, c'est complexe en fait. Un peu plus anecdotique en termes de technique, mais il y a aussi l'apparition qui n'est pas si nouvelle que ça, hein, mais de tout ce qui concerne les robots de téléprésence, et donc qui avant en fait étaient surtout utilisés pour les élèves ou les apprenants empêchés, et que on peut retrouver actuellement en fait dans l'intégration de ce type de dispositif. Donc voilà, et donc c'est aussi une forme, enfin c'est aussi une façon de rendre présents les distants dans la classe en fait. Dans les groupes que tu as suivis, Mélanie, est-ce que c'était des groupes, Ouais. enfin dans la configuration bimodale ou comodale que tu as eue, est-ce que c'était groupes présentiels et groupes à distance, ou est-ce que tu avais présentiel et puis des satellites, plusieurs personnes connectées de différents endroits? Non, je suis pas sûre de bien comprendre, mais en fait j'avais un groupe en présence et un groupe à distance avec des apprenants qui étaient très éloignés, par exemple. Donc Et qui voilà, étaient dans la pour même parler du salle? Brésil, Enfin, ce que je voulais savoir, mais c'était qui n'étaient juste ceux pas. à distance? Si ceux qui étaient à distance, ils étaient dans la même salle? Ou est-ce Non, qu'ils ils étaient étaient éclatés chacun, en fait, d'accord, géographiquement. éclatés? Voilà, Ok. c'est ça, tout à fait. Donc voilà, avec des conditions du coup matérielles qui sont aussi très disparates, hein. Du coup, on a également des retours sur le fait de pouvoir avoir une classe, un morceau de groupe en fait qui est dans une salle et qui va suivre à distance, alors que le cours en présence,
entre guillemets, parce qu'en fait, ils sont géographiquement dans le même endroit, dans la même structure, mais le cours en présence se passe en fait dans la salle, dans une des deux salles, et du coup, l'enseignant va pouvoir aussi permuter au milieu de sa séance sa présence physique dans la classe en fait. Donc, on a ce genre de possibilités également. Donc, est-ce que tu peux, je t'interromps encore une fois, Mélanie, est-ce que ouais, tu peux nous expliciter, tu parlais de robots de téléprésence, il y a une question par rapport à la mise en place, l'utilisation de ce robot de téléprésence et puis la caméra grand angle. Dire la d'accord. différence entre les deux. Alors, les robots de téléprésence, en fait, ce sont des robots qui physiquement représentent un apprenant distant. Alors, voilà, dans la petite histoire, hein, c'était par exemple des gens qui étaient hospitalisés et qui suivaient quand même leur cursus en tant qu'apprenants, donc qui étaient représentés physiquement dans la salle par un robot. Et donc, on voit, voilà, il y a un écran où on voit la figure de la personne. La personne peut interagir par la voix, elle peut avoir un clavier, etc. Elle peut déplacer le robot dans la salle. Donc en fait, ça représente physiquement l'apprenant distancié, quoi. D'accord. Je ne sais pas si c'est plus clair. Je pense. Ouais. Ok. C'est pas la caméra, c'est pas un robot qui filme ce qui se passe dans la classe. Non, tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi un robot de téléformation qui pourrait remplacer Sarah? Oui, donc on pourrait. Alors, si on va un petit peu dans le, on pourrait imaginer que du coup, en deux salles, on puisse avoir un formateur humain et un formateur robot qui reproduit ce que fait le formateur humain à côté. Je sais pas. On peut imaginer un petit peu tout et n'importe quoi. Un hologramme Effectivement. aussi. Un hologramme, pourquoi pas. Donc, ce qui paraît en tout cas essentiel dans les retours que j'ai pu avoir, hein, c'est en termes de scénarisation, tant au niveau de l'ingénierie de formation que de l'ingénierie plus pédagogique. C'est évidemment, donc l'entrée outil, elle est essentielle, mais c'est aussi d'ouvrir justement à la pédagogie et du coup d'imaginer, alors les éléments facilitants par exemple, c'est de savoir quelle est l'alternance en fait prévue pour la présence ou l'absence, enfin la présence ou la distance, pardon, des apprenants. Donc ça, c'est assez facilitant d'avoir le nombre à l'avance, par exemple, et de structurer ça à l'échelle macro, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, et non pas parfois comme ça a pu être fait hein, sur voilà, 15 jours ou 3 semaines. Donc se projeter sur des échelles de temps plus longs, ça facilite en fait la mise en place de ce genre de dispositif. En termes d'ingénierie pédagogique, là ça reprend aussi des choses que Sarah a dites, hein, donc je peux aller plus rapidement là-dessus, mais voilà, des activités courtes qui sont très, très articulées entre elles, des supports de cours qui vont être prévus pour la distance et centralisés sur une plateforme. Évidemment, tout ça, c'est facilitant. Des choses qui sont pensées en termes d'ergonomie cognitive pour créer des documents qui sont guidants pour les personnes qui sont à distance, avec une explicitation des consignes qui sont très fortes. Et évidemment, tout ce qui concerne les interactions, donc ça, vous en avez parlé toutes les deux, hein, mais du coup, le fait de pouvoir mettre en interaction les distants avec les présents, de favoriser l'intégration dans le scénario des distants, effectivement, ce sont des choses qui sont facilitantes, engageantes et du coup qui stimulent aussi l'engagement à long terme dans ce genre de dispositif. Avec l'utilisation d'un tutorat par les pairs. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, hein, où on utilise effectivement les présents soit comme des tuteurs pairs pour les distants, ou alors en tant qu'assistant, on va dire technique, pour l'enseignant aussi. Hein. Donc, pouvoir un petit peu se décharger. Et je finirai juste, si j'ai encore 2 minutes là-dessus, sur la posture de l'enseignant et ses gestes professionnels, parce qu'effectivement, les retours que j'ai, c'est que c'est très, très fatigant, que c'est
assez compliqué parfois de gérer tout ça. Le côté technique, il est extrêmement prégnant. Et donc, la posture, du coup, elle s'interroge. Enfin, voilà, elle est très, très interrogée là-dessus. Les personnes qui sont déjà dans une habitude de gestion de travail de groupe, etc., c'est beaucoup plus facile que pour quelqu'un qui serait plus en mode frontal, entre guillemets. Et que ça demande aussi énormément, ce qu'a dit Sarah, de la préparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de place pour l'improvisation. Donc, avec la nécessité du coup de créer des espèces de fiches, de dérouler avec les gestes à faire, et puis qui rappellent justement les moments où il faut absolument interpeller les distants, faire en sorte que les partages d'écran soient corrects, qu'il y ait des pauses pour les questions et les réponses. Donc tout ça, voilà, en termes de posture et de gestes professionnels, c'est des choses qui sont finalement très très fins et qui demandent beaucoup de préparation, d'anticipation et puis de guidage pour l'apprenant pendant la séance en fait. Donc voilà, j'arrête là pour laisser quelques minutes. Et puis, mais en tout cas, tout ça, je l'ai résumé là sous la forme d'un texte. Donc, si ça intéresse, bah voilà, je peux le mettre à disposition en tout cas voilà, pour une synthèse de tout ça. D'accord, avec plaisir, Mélanie. Oui, donc on va lire la lecture la synthèse de ces expériences et des retours que tu as eus. Ok. Donc c'est vrai que tu terminais en parlant de la posture de l'enseignant, du formateur, c'est la comodalité. Pour l'avoir vécu très récemment, je peux vous dire que c'est très physique, en effet. C'est vraiment pas un exercice facile, même si on est habitué à faire des classes virtuelles depuis longtemps. On ne sait plus trop où on est en fin de journée. Et voilà, on est un petit peu frustré parce qu'on se dit qu'on n'a pas forcément bien accompagné ceux qui sont à distance, tout en n'ayant pas été trop présent non plus pour ceux qui sont directement en présentiel. Donc ça interroge beaucoup sur les pratiques. C'est vrai qu'on va être obligé de réfléchir à de nouveaux modèles d'animation, de déléguer peut-être, comme tu disais Mélanie, plus aura par les pairs. Je pense que ça peut être une piste intéressante pour que l'activité du formateur ne soit pas plus complexe qu'elle l'était avant. Alors, on va peut-être revenir ensemble, Sarah, pour répondre aux dernières questions avant de se quitter. Hugo, tu as une question par rapport aux éléments clés qui sont une préparation présentielle et commodale. Ah, ça va être la question finale. Eh bien, pour moi, il n'y en a pas. Enfin, je dirais que en présentiel, si on prépare du présentiel, on a plus de souplesse à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir défini ses objectifs pédagogiques, on va avoir défini les consignes de travail, on va avoir défini des durées, on va avoir défini des situations d'apprentissage. Mais la part de ce qui se passe dans le réel va permettre d'ajuster. Et donc, on va pouvoir voilà, faire des parenthèses, mais qui ne sont pas des parenthèses, mais faire quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu de faire. Alors que quand on fait du comodal, on va donner rendez-vous aux gens qui sont à distance à des moments précis. Donc, par exemple, voilà, on va donner rendez-vous à un groupe voilà, pas 17 heures, à 16 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut être disponible, enfin, il faut en tout cas que le formateur il soit disponible à 16 heures pour aller contacter le groupe qui est à distance. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se dit à 16 heures, bah, non, bah, on n'a pas fini notre travail, ou au contraire, bah, c'est bien parce qu'on a une question à te poser, etc. Et en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper le plus possible, on pourrait dire, l'autonomie dans les groupes ou dans le travail à faire. C'est-à-dire que non seulement, comme disait Mélanie, il faut trouver des solutions pour que la part des difficultés techniques soit le plus facile possible. Donc, si on a repéré dans le groupe d'apprenants des gens qui sont à l'aise avec la technique et qui aiment ça et qui sont toujours prêts à donner un coup de main, etc., eh bien, on va s'appuyer sur eux pour ces questions-là.
Et on va créer, par exemple, dans les groupes, on va vraiment donner des fonctions. Voilà, qui est-ce qui prend des notes, qui est-ce qui fait la synthèse, qui est-ce qui régule la parole, Ouais. etc. Voilà les documents d'autocorrection. Voilà, on va créer des systèmes encore plus autonomisants qu'en présentiel, de manière à pouvoir être au rendez-vous avec les différentes personnes ou les différents groupes qu'on a organisés le matin même, enfin le matin ou le midi, avec les stagiaires. Je dirais que c'est ça peut-être la différence. Ok. Ouais. Ouais, d'accord, merci. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on arrive au terme, hein, de cette classe virtuelle. Il y a sans doute encore beaucoup de questions en suspens. On pourrait en discuter un peu plus longuement. Je vous propose qu'on fasse une suite plus tard. On pourra voir ce qui s'est passé, les évolutions. Peut-être d'autres aussi témoignages, et puis continuer à s'interroger sur cette pratique, cette nouvelle modalité, et d'essayer de l'optimiser au maximum, hein, pour que ça serve à la fois les apprenants, mais aussi les formateurs. En tout cas, merci beaucoup Sarah pour ce témoignage, c'était un plaisir. Mélanie aussi, merci. On attend ta synthèse et Merci. Oui, on vous oui, bah, avec repartage. plaisir. Avec plaisir. On vous À bientôt. repartagera cet enregistrement sur l'atelier du formateur, hein, comme d'habitude. Merci à tous pour vos questions, votre présence, votre participation. Merci, bonne fin de journée. Merci. Au À très revoir. bientôt. Au revoir.